Chargé! Hail the conquering hero! Moustache! Eh oui, messieurs dames! J'ai fait péter la moustache. Mario! Ouah! J'ai pété un câble, j'avais déjà fait une fois. Et je me suis dit pourquoi pas le retenter, parce que dans un de mes futurs jeux de rôle j'aurais une moustache. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite que ce flop film, juste la vidéo la plus attendue de la chaîne chaque année. C'est la vidéo juste la plus mythique, évidemment, dans laquelle nous allons rire, nous allons pleurer, puisque étant un énorme consommateur de cinéma, évidemment, bien que j'ai des goûts totalement exceptionnels en matière de cinéma, que je ne me trompe jamais, et que j'ai un avis parfaitement objectif, il arrive, messieurs, dames, que certaines petites erreurs passe entre les gouttes. Et chaque année, c'est bizarre, il y a quand même quoi en faire un top 10. C'est quand même que je tape 2-3 merdes, quoi. Et donc, nous allons analyser ça tous ensemble dans ce flop film 2024, des pires films que j'ai pu voir en 2024. C'était quand même une très bonne année. Alors, je sais que chaque année, tout le monde se chie un peu dessus, de se dire « Ah, mais est-ce que mon film préféré va se retrouver dans le flop de Lucas ?» Enfin, c'est ça, le top et les flops. Tout le principe, c'est d'attendre comme ça, les mains jointes, de savoir si votre top correspond à celui de la personne que vous allez regarder, voilà. Donc, évidemment, des surprises, du suspense, des larmes, du sang, du sel et du citron. Et nous allons bien rire, évidemment, parce que vous allez voir qu'il y a quelques petites dingueries dans ce flop. Il y a des films sur le papier, c'était sûr qu'ils allaient être éclatés, mais j'ai été honteusement trahi de nombreuses fois, vous allez voir. Et on va en parler. Je vais complètement éclater chaque fois que je fais un flop. C'est le début d'année, je suis malade, Donc là, j'ai la voix niquée, en plus je vais gueuler, donc je sais pas comment ça va finir. Moustache, voix cassée, c'est un combo gagnant. Alors, il faut quand même que je vous dise, et que je le rappelle chaque année, c'est très rare que je m'inflige des étrons puants. Il arrive, somme toute, que dans un moment de faiblesse, je regarde des films comme Atlas, un film Netflix avec Jennifer Lopez en fait, très très grande actrice qui fait un comeback exceptionnel, c'est faux. Je n'ai aucun souvenir de ce film. Voilà, j'utilise ce film-là quand même juste pour parler. Il n'est même pas dans mon flop. Hein. Mais pour vous dire que mon cerveau fait quand même de la sélection. Mon cerveau, il est en mode survie. C'est-à-dire que quand je vois un film qui est vraiment très très mauvais, à la fin de l'année, la même année, je n'en ai plus aucun souvenir. Et vraiment, ce film-là, je pense que l'affiche va vous aider à vous en souvenir si vous l'avez vu. Je me souviens de Jennifer Lopez, qui est dans un énorme robot. Et c'est la seule survivante d'une mission. Et ils deviennent copains. Parce qu'elle aime pas les robots, parce que l'IA c'est dangereux. Et en même temps, à la fin, c'est quand même son meilleur copain et il se sauve. Je crois. Je ne sais même plus si il y a des méchants dans des robots, je ne sais même plus de quoi parle l'histoire, si c'est de la SF, si c'est de l'espionnage. Mais c'est pour vous dire quoi, à quel point des fois ce film-là, oui, il aurait très clairement pu être top 2, top 3 de mon flop, mais en fait c'est juste qu'ils sont tellement nuls et éclatés, c'est tellement des non-événements que voilà, je vais pas faire une liste remplie de trucs comme ça. En même temps, des trucs comme ça, je vois pas souvent. Mais voilà, rien à dire, rien de marrant à dire dessus, donc Atlas. Deux séries qui m'ont un petit peu déçu cette année, évidemment, il y a True Detective saison 4, qui avait l'air d'avoir une ambiance assez exceptionnelle. Bon, True Detective la saison 1 avait été un événement très marquant, True Detective saison 2 était vraiment pas terrible, il a commencé à avoir des gros problèmes d'écriture. La 3 remontait un petit peu le niveau, quand même il y a une ambiance et ils sont vraiment passés à côté de cette série de faire un truc assez marquant quoi. Une saison, un duo, d'enquêteurs, une enquête, vraiment avec un changement d'ambiance radical. Sur le papier c'est ce qui est fait hein, et là franchement l'ambiance en Alaska, Night County, c'est tellement propice à ça, c'est juste la bande-annonce te donne tellement envie mais c'est pas très bien écrit, c'est pas très intéressant. C'est vraiment une petite série policière dans laquelle il y a 3 épisodes de trop. Et puis ça fait plaisir de revoir Jodie Foster, mais le personnage pas intéressant. La révélation finale est cool, et puis le pitch de base est cool avec cette station pleine de scientifiques où tous les scientifiques d'un coup ont disparu. Mais en fait ils essaient de relier ça à des événements de la saison 1 qui n'avaient pas été éclaircis. Sauf qu'en fait ça n'a rien à voir et ça crée encore plus de confusion. Et tu revois juste des choses qui n'ont rien à voir dans deux éléments différents. Bref, c'était pas bien, ça me saoule que ce soit pas une série incroyable, parce que ça aurait dû être une série incroyable pour Détective. Alors, je suis pour et je suis contre Le Problème à 3 corps. Le Problème à 3 corps, c'est une série qui est adaptée d'une trilogie de bouquins chinois. Et comme dans tous les putains de blockbusters américains, ils reprennent les moments cool, mais le fond du sujet, il passe complètement à côté. Parce que dans le... Je vous spoil, j'en ai rien à foutre. Dans la série, à un moment, il y a une grande méchante qui se révèle, et dans la série, on monte un petit peu comme une victime, en mode « Ah, on comprenait pas trop ce qu'on faisait, mais c'est vrai que maintenant, les extraterrestres, c'est une histoire d'extraterrestres. Les extraterrestres, ils veulent nous fumer. » Alors que dans le bouquin, cette femme qui a vécu la révolution chinoise, qui s'en est pris plein la gueule, qui a vécu des trucs horribles, puis assez hermétique à ses pensées, tu sais pas trop ce qu'elle pense, et elle se révèle comme la grande méchante, parce qu'en fait elle est totalement nihiliste. Et elle est totalement en mode putain l'humanité on est des merdes, on est en train de détruire le monde dans lequel on vit, tout ce qu'on a fait c'est à chier, on est que des parasites, que les extraterrestres viennent nous éclatent tous,
nous fume pour qu'on arrête, qu'on arrête le massacre, quoi, en fait. Donc c'est ultra nihiliste comme manière de penser. C'est ça qui est trop bien dans le bouquin, que tu te dis, ah ouais, putain, effectivement, elle a un petit peu raison, en vrai. Est-ce qu'on mériterait pas de se faire défoncer la gueule par une belle brochette d'extraterrestres? Et là, dans la série, non, il n'y a pas ça. C'est le cœur du bouquin, c'est ce qui fait ce qui est intéressant. Juste, ils reprennent les thèmes un petit peu de science-fiction, un petit peu zinzin qu'il y a dedans, qui sont tout à fait passionnants. Mais ça me rend ouf, quoi. Il y a tellement d'adaptations, mais j'aimerais être dans la pièce avec ces gars-là en disant, bon, parlons du cœur du sujet. C'est ça qu'on adapte, en fait. Le reste, on s'en fout. Le reste, c'est accessoire. Pourquoi à chaque fois, ils reprennent un peu la couche superficielle d'une série, et puis ils le changent dans le fond, quoi. Mais à chaque fois qu'il y a des adaptations, c'est toujours les mêmes problématiques. C'est fou! On va vite passer au flop, mais il y a trois autres films aussi que j'ai trouvé bien nuls. Je suis allé voir Sans un bruit, pareil, c'est des trucs, ça m'énerve, la suite de Sans un bruit, le 3. Tu fais un film qui est sur le premier jour de l'épidémie, justement, avec l'arrivée d'extraterrestres, encore des extraterrestres, où il faut pas faire de bruit, tout ça. Fais-moi un film de survie, fais-moi un film hyper stressant, t'as tout le potentiel pour faire vraiment un film qui n'a rien à voir avec les premiers. Et ils en font un film sur la dépression et sur ah oui le chat il est là pour on s'en fout, mais on s'en fout. Oh non, c'était pas ça que je voulais. Ouais, c'est un caprice, tu prends un film pour ce qu'il est, mais c'est même pas intéressant ce que ça dit sur la dépression. Faites un autre film sur la dépression, mais pas un film avec des extraterrestres où il y a un gros budget. Faites-nous un truc un peu stressant, c'est ça qu'on demande. Merde! Ah oui, aussi j'ai vécu une expérience, j'aurais pu le foutre dans le flop aussi. Vraiment, je suis allé voir 3 amis. Il y a un soir, je devais aller à une soirée et j'avais 1h30 de temps à perdre avant d'y aller. J'étais dans la rue, c'était l'hiver, j'avais froid. Et je me suis passé devant un petit UGC, je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir le film qui est dispo. Il y avait qu'un seul film qui était dispo. C'était le film bien français, 3 amis. Vraiment, je m'affiche ça une fois tous les 10 ans. Mais c'était une expérience absolument atroce. C'est vraiment le petit film français, bien bourgeois, avec ces grandes parisiennes bien bobos dans leurs grands appartements à Paris, là. Des problématiques de vie terribles, de bourgeoise. Oh mon dieu, mon mari me trompe avec ma meilleure amie, mais en fait moi je suis tombée amoureuse d'un grand peintre et je vais aller vivre un week-end d'amour avec lui. Tandis que mon autre ami, son mari est décédé et son fantôme lui parle de manière très poétique et romantique. Mais au secours, des poncifs, des clichés, des dialogues débiles. C'était mais absolument horrible à regarder. Et je me dis, mais qui s'intéresse ce genre de film? Moi, je ne m'affiche jamais ça. Parce que tous ces films-là, vraiment de haute bourgeoisie, se ressemblent, quoi. C'est toujours les mêmes qui te racontent rien, en fait, sur la vie des Français, sur ce que les gens vivent vraiment, quoi. Des grands élans de pensée comme ça, romantiques. Ah, c'était abject et insupportable. Donc c'est bon, j'en suis tapé un, là, pendant les 10 prochaines années. Vous venez plus m'embêter avec ça, voilà. Et je savais que j'aimais pas, je suis revenu vérifier si vraiment ça me plaisait ou non. Non, c'est pas du tout mon cinéma, c'est pas pour moi, c'est même pas du cinéma à mes yeux. Donc je retournerai plus voir un truc comme ça. Je ne reviendrai pas non plus sur Rebel Moon de Zack Snyder, c'est évidemment une des pires purges que j'ai pu voir de ma vie. La partie 2, j'aurais pu le mettre dans le flop, mais j'avais tellement éclaté la partie 1, c'est tellement nul, nanardesque, mauvais, mal écrit qu'il n'y a rien à en dire en fait. On s'est vraiment bien marré parce qu'on l'a maté avec un pote et je vous jure que on essaie de deviner les dialogues avant qu'ils soient prononcés. Ça marchait 1 fois sur 4 quoi, tellement c'est prévisible, au mot près. On se tapait des fous rires tellement t'arrives à deviner ce qui va se dire, c'est tellement des répliques kitsch. Où les personnages ils disent vraiment ce qu'ils pensent à l'instant X, ils te disent leurs émotions plutôt que de les faire vivre, enfin c'est terrible, c'est le fin fond de la cuve du cinéma, quoi, c'est pas bien, ils veulent en faire une franchise de ça, mais qui regarde ça, qui Rebel Moon, putain ça va mal le cinéma, on tourne en rond, ah ça tourne en rond, c'est vraiment la photocopie de la photocopie de la photocopie de Star Wars, à la fin tu vois plus rien, c'est dégueulasse, Au pied du flop, messieurs dames, et j'aurais quand même bien aimé qu'il se retrouve dans le flop, il y a Kaizen Esprit Shonen, le documentaire d'Inoxtag, où il a escaladé le mont Everest pour être le plus grand et le plus connu de tous les youtubeurs. Personne ne fera jamais mieux parce qu'il n'y a pas plus haut en fait. Ou alors peut-être qu'après il faudra aller dans l'espace. Je trouve ce film assez méprisable parce que il a une morale tout à fait en ruine. C'est un film avec de très belles images qui cachent complètement le fait que c'est un film tout à fait immoral. Puisque avant même de faire son putain de film, malgré ce côté qui nous renvoie un petit peu naïf, tout ça. Ah oui, ah bon, il y a des dangers dans l'Everest. C'est clairement, vu la production, je peux te dire qu'il y a pas mal de gens quand même qui ont abordé
ce sujet-là de est-ce que c'est pas un peu immoral de monter l'Everest en fait? Et c'est vraiment le mec qui va participer au problème et qui va te dire oh vous avez vu comme il y a un problème, oh les Sherpas et tout, c'est pas bien, ils sont exploités, ils ont vraiment des vies de merde, et puis ils risquent leur vie quand même pour des connards de touristes. Et puis de temps en temps, bah il y a un touriste qui crève, voilà. Ils sont montés à 12 dans un ascenseur qui était limité à 6. Eux ils s'arrêtent au 8ème, ils descendent. Au 10ème, l'ascenseur il s'effondre, il s'écrase au sol. Ils sont en mode oh mais c'est chaud. En même temps ils savaient les risques, je fais pas partie du problème. Esprit Chanel hein. Gardez la pêche. Kaizen hein. Kaizen, ah ouais. Ouais parce que ce con du Dogstag il allait se promener sur une petite corniche. Et puis après, ceux qui sont passés dessus, la corniche elle s'est effondrée parce qu'ils étaient trop nombreux et de passer dessus en fait. Et plutôt que de se dire, mais putain, j'ai une mort sur la conscience, je fais quand même partie du problème. Non, non, c'est Esprit Shonen, c'est One Piece. C'est Kaizen, voilà. Et on apprend des choses avec ce documentaire. Hein. Bah, grâce au docu, j'ai appris que je devais croire en mes rêves, et puis je suis moins sur mon téléphone. Mais merci, putain. Ah, merci, ça c'est du grand cinéma, voilà. C'est immoral, c'est immoral. Et alors que, juste avant, ils font une autre montagne, où vraiment ils s'arrachent, ils sont à deux doigts d'abandonner, ils s'arrachent, et là, tu sens qu'il y a un beau truc qui se joue, quoi, il y a un beau truc qui se vit. Mais l'Everest, c'est immoral de faire l'Everest. Et tu t'en étais rendu compte en moment de la production, tu t'en étais rendu compte en bas de la montagne, et tu t'en es rendu compte en haut de la montagne. Donc viens pas nous dire, oh, mais je savais pas, Esprit Chanel, je suis trop bête comme Luffy. Franchement, je n'ai aucune perception de mes choix et des conséquences qu'ils peuvent avoir, voilà. Esprit Shonen, voilà, putain, mais ça me rend ouf que les gens ils marchent là-dedans. Ça me rend ouf que les gens ils aient pas de recul sur ce qu'ils regardent, quoi. Ah, il y a des belles images. Ah, ça, il y a une belle prod, hein. Les belles images, écoutez-moi bien dans ce monde, ça achète tout. Du moment que t'as une grosse prod, des belles images, tu peux faire n'importe quoi. Les gens ils s'émerveilleront devant. Oh, ils ont bien filmé les glaciers. Et voilà. Putain, c'est quoi, j'aurais dû le foutre en numéro 10. J'aurais dû le foutre en numéro 10, ce con dans mon flop. Ça m'énerve rien que d'y penser. Et là, à la réflexion, j'aurais dû le foutre plus haut. Mais t'es juste jaloux parce que Inoxtag il est trop fort. Les vrais, je le montre 2 fois, moi, si je veux. Y'a quoi? 2 fois, je le montre. Hein? Et mon papa, il est ceinture noire de karaté. Non, mais on en est là, putain, dans les youtubeurs, dans le YouTube game. Et moi j'ai fait la vidéo la plus incroyable, plus over the top. Moi j'ai foutu 3 ananas dans le cul, regardez. Non, mais on en est là, mais c'est pitoyable, quoi. La course en avant, je vous dis, ils vont nous faire le premier dans l'espace, le partenariat avec Elon Musk, là. Numéro 10, messieurs, dames, de mon flop film, Gladiator 2, le grand retour de Ridley Scott. J'y étais avec un copain qui m'a dit, et c'est je trouve le mot le plus juste qu'on peut dire à ce film, c'est complètement ringard. Ringard! Le film il est à la fois trop moderne et trop ringard pour ça, c'est horrible à regarder, c'est chiant, c'est mal écrit, tout le charme de Gladiator 1 est passé à la trappe. Mais Paul Mescal, il a pas le charisme! Ah, il a pas le charisme! Tu mets 5 secondes Russell Crowe à l'écran, 5 secondes il se fait voler la vedette instantanément. C'est pas un grand acteur, Paul Mescal, et puis il est encore un peu trop jeune, voilà, enfin, peut-être que ça va devenir un grand acteur, mais pour l'instant, il est pas là, quoi, voilà, alors que Russell Crowe, excusez-moi! Moi, je suis pas un grand fan de Gladiator, tout le monde est fan de ce film, mais je trouve qu'il a marqué une époque, c'était quand même assez ouf, Gladiator, ça ramenait le péplum. À l'époque moderne, dans les années 2000, on se dit, let's go, vas-y, tu sais quoi, ça, on n'en fait plus du tout des péplums, et ben il a réussi à remoderniser ça. Ridley Scott a proposé une histoire de vengeance qui était vachement intéressante. Là c'est un bougli-bouglia d'idées, de pistes scénaristiques, alors que le pitch de base est intéressant. Voilà, Paul Mescal qui veut se venger d'un général romain qui lui-même est en pleine rébellion. Du coup, est-ce qu'il veut se venger du gentil qui en fait essaie un petit peu de solutionner les choses? Ouais, c'est un pitch intéressant. Déjà, il n'y a pas de scène mémorable comme dans le premier. Puis là, le scénar, c'est nain. La vengeance et le complot de Denzel Washington. Il tue un empereur, pouf, il pop premier consul, le deuxième consul, c'est un singe. Et tu te dis, mais je suis devant quoi? Qu'est-ce que je regarde? Le deuxième consul, c'est un singe. Et les gens, ils sont en mode, oh, c'est un singe et tout. Mais il se ferait fumer instantanément par la garde prétorienne en 2 secondes. Pourquoi Denzel Washington, il arrive à faire son complot à 2 balles? Là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est fou. Ah là là, c'est terrible. Et puis je vous dis, ils arrêtent pas d'être en mode nostalgie. Et regarde, en fait, c'est le fils de Maximus. Et regardez, en fait, il y a l'armure de Maximus. Et la femme de Maximus. Et l'épée de Maximus. Et à la fin, ils refont la scène, ils font Maximus. Oui, non, ils font Paul Mescal. Enfin, ils font pas ça, vous avez capté. Ah, c'est terrible. C'est mauvais. Mauvais. Alors, le seul plaisir de ce film, je vais quand même vous le dire, c'est très rigolo. J'ai une amie qui a joué dedans. Dans une grosse scène. Genre, elle est là. Puis elle est créditée au générique, hein. Donc énorme dédicace à Estelle qui joue dans Gladiator 2 et c'est assez fou de voir, t'es au cinéma, devant une super production et d'un coup imaginez, t'as une de tes potes à toi, elle est là.
Elle est dans la scène, elle est là, bien sapée et tout, maquillage, robe romaine, trop stylée, tout derrière un acteur trop important. C'était extrêmement perturbant. Et voilà. Donc c'est le seul plaisir que j'ai eu à regarder ce film, sinon c'était... Numéro 9, c'est 2 pour le prix d'un, les amis. Puisque je pense que c'est la pire journée de cinéma que j'ai vue de cette année. Puisque je suis allé voir Graou les Lions, 2 pour le prix d'un la même journée. Mufasa, ainsi que Kraven le chasseur, avec sa grosse peau de lion. En fait, il l'a pas pendant le film. Mufasa, je trouve quand même un peu moins bizarre que le premier. C'est moins la vallée de l'étrange, dans le sens où ils ont rendu les personnages dans leur déplacement, dans leur façon d'être, un petit peu plus comique, moins ultra réaliste en fait. Ce qui était très bizarre, voilà, quand le phacochère il parle et qu'il se comporte comme un phacochère, c'est un film d'épouvante à mes yeux, voilà. Et là, c'est peut-être un peu moins bizarre. Il n'empêche que l'histoire est complètement bidon. En fait, Mufasa et Scar ils sont pas frères, mais ils sont frères de cœur, frères d'adoption. Et il faut quand même, je l'ai mis dans le flop. Parce que c'est une comédie musicale, je le rappelle quand même, comme Le Premier Royaume. Et les musiques, c'est beat sur beat sur beat. C'est un échec. Elles sont toutes horribles. C'est une des pires chansons de méchants que j'ai entendues toute ma vie. Elles sont toutes bizarres, nulles, pas intéressantes. Aucun effort n'a été fait. Alors que quand tu vois que Le Royaume 2, c'est banger sur banger sur banger, toutes les musiques, trahison, disgrâce, esprit du mal est gravé sur sa face. Pourquoi vous avez pas réadapté celui-là? C'est celui-là qu'on voulait voir avec les vraies musiques. Putain, Le Royaume 2, mais quelle masterclass. Masterclass. Le Royaume 1, n'en parlons pas. Chef-d'œuvre. Mais Le Royaume 2 est tellement bien, ils nous font Mufasa avec les lions blancs qui viennent croquer les autres lions. Et en fait, les lions blancs, ils tuent tous les rois lions. Du coup, à la fin, il n'y a plus qu'un roi lion. Merci les lions blancs. Comme quoi, c'est bien un peu de faire le ménage, hein, voilà. Donc voilà, c'est terrible, c'est nul à chier. Mais heureusement, le lion, le seigneur de la savane, a été tué par Kraven le chasseur. Alors que... Bon, le film est une merde, évidemment. Vous en doutez, j'ai même pas besoin de vous dire voilà, que c'est pas bien pour que vous le sachiez. Mais moi, je suis assez fasciné par la fin de Sony avec tous ces personnages de Marvel. Parce que vraiment, Morbius a été tellement trollé sur internet à tel point que le film est devenu un mème. C'est devenu un mème, le film. Et je sais pas si vous saviez cette histoire, Sony, ils ont vu que ça rebuzzait, c'était un bad buzz, mais le film rebuzzait sur les réseaux sociaux, et du coup, il avait tellement pas marché en salle, ils ont dit, ah bah, peut-être qu'on peut en faire un, on peut s'en sortir un peu financièrement, on va le ressortir en salle pour surfer sur le bad buzz, et que les gens aillent le voir, retournent le voir en salle. Et il s'est replanté, et personne n'est allé le voir. Donc c'est vrai, ils ont reperdu de l'argent. Le film est mauvais, mais j'ai l'impression que dans ce film, ils jouent là-dessus en mode, ils s'assument plus. Ils savent qu'ils ont fait des films de merde. Ils ont vu à quel point ça marchait pas. Bon, sauf Venom, hein, ça m'étonne que le film cartonne comme ça et qu'il y ait autant de gens qui aillent voir Venom parce que apparemment c'est très mauvais. Dans Kraven, il y a des moments de pur nanar, mais qui sont des moments de pur nanar assumés. À un moment, on annonce une mauvaise nouvelle au grand méchant, qui sont horribles, qui le pire méchant que j'ai vu depuis très longtemps. Rhino, qui en fait il a une petite seringue et quand il l'enlève, sa peau devient écailleuse, il se transforme en Rhino, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et on lui annonce une mauvaise nouvelle et il fait... Je vous jure que c'est vrai. Et j'ai senti que dans la salle qu'il y avait un silence de gêne. Les gens se regardaient en mode what the fuck? What just fucking happened right now? Pourquoi je suis allé voir Kraven? Parce que moi j'aimais bien Spider-Man quand j'étais petit. Le dessin animé il était trop bien, puis il y avait Kraven, voilà, avec son gros truc de chasseur. Puis ils l'ont trop bien fait dans le jeu, la Spider-Man 2, avec Venom et tout. Il est trop intéressant le personnage. J'ai été eu, à aucun moment, je n'aurais pu prédire que Kraven allait être un mauvais film. À aucun moment. Est-ce que dans ce cas-là, on peut parler de... trahison, disgrâce. Esprit du mal est marqué sur sa face. Numéro 8, messieurs dames, du flop film, c'est Borderlands. Alors, je n'ai jamais joué au jeu Borderlands, mais j'ai vu quand même pas mal de let's play. Je vois tout à fait le ton, l'humour un peu violent, nihiliste, justement parce que c'est un monde post-apocalyptique dans lequel tout est un peu trash, drôle, over the top. La DA est assez exceptionnelle et je sais pas, encore une idée de merde, ils se sont dit ça marche bien ça, mettons Eli Roth à la réal et faisons un film Borderlands parce que les gens ils aiment bien quand il y a de l'humour un peu de trash, ça marche bien en ce moment, l'humour un peu sassy et tout. Je vous dis, j'ai pas joué au jeu mais je sens à quel point c'est dénaturé l'esprit du jeu qui est vachement plus violent en plus. Mais du coup un peu cartoonesque, donc c'est de la violence qui est un petit peu atténuée, c'est pas du trash, voilà. Et là tout est aseptisé.
Les blagues sont catastrophiques. Le montage est horrible. Tu sens même à des moments qu'il y a des personnages de dos, ils leur donnent des répliques en plus qui ont été faits en off, qui ont été enregistrés après pour que le scénario soit un peu plus clair tellement c'est un imbroglio de choses absolument atroces. Qu'est-ce qu'elle fout là, Kate Blanchett? Mais t'as l'impression que c'est Kate Blanchett dans un mauvais cosplay. En plus, elle est pas un peu... Je veux dire, âgée pour le rôle, c'est pas qu'on n'aime pas nos actrices qui sont un peu plus âgées. T'as l'impression qu'elle est paumée, quoi. Eh tiens, mets une petite perruque rouge et puis et voilà. Et t'es une chasseuse de primes 100 fois les lois. Allez, bonne chance. Sauf que le film est quelque part un peu exceptionnel par rapport à ça, quoi. T'as l'impression qu'elle savait pas dans quoi elle avait signé. Elle débarque, on lui met un costume horrible. Vraiment cosplay, hein. T'es à Paris Games Week, quoi. Et Kate Blanchett, ils l'ont sapé des... T'inquiète. Alors apparemment, j'ai lu, parce que après le film, je me suis renseigné, je me suis dit comment elle a pu accepter ça et tout. Apparemment, après le Covid, elle avait pas trop de projets, elle a dit bon, il faut que je fasse un truc, peu importe, elle a signé un petit peu pour le premier truc venu. Mais ça... C'est lunaire à la fin, ça devient un petit peu l'ange de la destruction, je sais pas quoi. J'ai pas joué au jeu, mais je sais que dans le Vault à la fin, je sais ce qu'il y a dans le Vault. Il y a un gros monstre dans le Vault, voilà. Il n'y a pas un super pouvoir d'ange de la destruction qui te permet de vaincre tous les méchants et tout, c'est... Mais quand je dis nul, c'est catastrophiquement nul, quoi. On en est déjà à un stade, et on est le numéro 8, où c'est de la souffrance de regarder ça. De la pure souffrance, quoi. C'est la pire adaptation de jeux vidéo de toute cette année. Je n'ai pas vu le pire. C'était horrible. Numéro 7, messieurs dames, numéro 7, c'était une torture. N'ayant jamais vu la comédie musicale, ayant depuis quelques années un avis tout à fait plus positif, intéressé, sans trouver ça passionnant, mais je suis intéressé par les comédies musicales de Broadway parce que, si vous ne le savez pas, j'étais allé voir à New York, quand j'y étais, la comédie musicale de La Reine des Neiges. C'est le spectacle le plus incroyable que j'ai vu toute ma vie. On n'en parlera pas, on en parlera dans les commentaires si vous voulez, mais c'est totalement exceptionnel, c'était absolument incroyable, j'ai vécu un truc de fou. Et je me suis dit que j'allais voir, pour ma culture, Wicked partie 1. Ils m'ont baisé, les enfoirés. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Le film se lance, t'as le tic qui apparaît, Wicked partie 1. Quoi? Quitte à ce que mon calvaire ait duré 2h30, 2h, 3h, combien il dure ce film? 2h45, c'était interminable. Mais au moins, faites-le-moi tout sur un film. Parce que si vous avez rien à dire sur un film, vous aurez rien à dire sur deux films en fait. Pourquoi c'est étiré comme ça? Elle dure pas 5 heures la putain de comédie musicale, c'est pas possible. Si, peut-être, on sait rien, mais c'était un supplice. Un supplice. Et c'est en 2 parties. Mais c'est sûr qu'il faut ça pour des questions marketing. Parce que si tu mets que c'est la partie 1, bah personne va aller le voir en attendant que la partie 2 sorte, voilà. Donc on s'est tous fait ken. Trahison. Disgrâce. J'ai mal à la gorge tellement je gueule. C'était horrible, écoutez-moi bien. C'était tout ce que je déteste avec le... Vraiment, t'as le filtre Disney, les costumes, les décors... T'as l'impression que tu vas vomir un arc-en-ciel tellement tout est propre, lissé. C'est vraiment une vision mais horrible des êtres humains, du rapport aux choses. Tout est faux, tout est fake, tout est cliché. Là, les 2 meilleurs amis d'Ariana Grande, c'est un asiatique obèse gay, un hyper efféminé avec une grande blonde pareil en surpoids, qui sont les deux un peu ce sont les deux qui médisent en fait dans le collège. Mais je suis choqué par tant de clichés horribles, atroces. Le film n'a rien à raconter. Il n'y a pas d'histoire dans ce film. En fait le racisme c'est mal. Oh ouais, bah merci Wicked. Tous les ans, il y a un film qui nous dit attention, le racisme c'est pas bien. Et le propos du film se base sur une espèce de sous-intrigue, comme quoi il y a des animaux qui vivent parmi les humains, et petit à petit on les renvoie à l'état sauvage, ils sont mis en prison dans des zoos et choses comme ça. Et on ose te sortir à la fin. Oui, mais nous avons créé un ennemi pour... parce que quand il y a un ennemi commun au reste de la population, eh bien on peut les contrôler. Les contrôler pourquoi? Pourquoi vous voulez les contrôler? Généralement, tu veux contrôler les gens pour les envoyer à la guerre. Tu veux contrôler les gens pour je sais pas quoi.
Et pourquoi le magicien d'os d'un coup il a pété un câble? En fait c'était lui le méchant. Le méchant il veut contrôler les gens en fait, oui. Et une fois qu'ils auront mis les animaux dans des cages, ils feront ouais, haha, je les contrôle. Et dans ce monde magique, ouais, attention hein, contrôler tout le monde, waouh, ça peut être absolument dingue quoi. Oh là 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 là. Ah je n'en pouvais plus, c'était un supplice. À un moment, ils partent avec un train vers haut. Je me dis, yes, la partie est finie. Non, tu te tapes tout ce qu'il y a. Oh, c'est long, c'est nul, c'est chiant. En fait, la sorcière, c'est la gentille, elle est juste pas comprise. Il y a des scènes, mais gênantes. À un moment, elle danse dans une boîte de nuit. Et tout le monde lui dit, ah, mais en fait, c'est gênant. Et non, en fait, on vous dit, non. Elle sait que c'est gênant, mais elle fait exprès parce qu'elle n'en a rien à faire du regard des autres. Elle fait des trucs gênants. Et toi, non. Gênant plus gênant, ça fait gênant en fait. C'est gênant ce que je regarde, voilà. C'est pas moins gênant parce que tu as dit qu'elle faisait exprès que ce soit gênant. C'était hyper gênant. Je savais plus où me foutre. Et puis toutes les musiques là, ils montent les potards à fond là. Ouah, c'est une sirène d'alarme le truc. Ouah. Vraiment le climax c'est regarde les potards et ça va à fond, oh là là. Censé être épique, génial. Le film s'arrête comme ça sur la dernière note finale. Il y a quelqu'un dans la salle qui a fait wouh. Il y a 3 personnes qui ont applaudi. Moi je me suis levé comme ça, je me suis dit c'était nul. Je vais quand même dire, il faut quand même trouver des bons points dans les films. Ariana Grande, c'est une super actrice. Et vraiment, elle s'amuse. Mais heureusement qu'elle était là la Ariana. Parce que vraiment elle s'éclate avec son personnage. Ce personnage est très drôle. Et vraiment bien mis en scène dans sa comédie, dans sa manière d'être. Et elle joue bien. Déjà qu'elle chante bien, c'est un truc de ouf. Et tu te dis, oh maman, ça va être un naufrage. La chanteuse qui se met à l'acting. Et ben non, elle joue vachement bien, voilà. Elle joue vachement bien, c'était tout ce qui m'a permis de tenir dans ce film insupportable de 2h45. Qui est complètement dégênant. Wicked, ça veut dire un peu ça, non? Dégêne. Non, c'est dire mauvais. Dégêne, ils auraient dû l'appeler le film. Dégêne partie 2. J'ai hâte qu'on voit Dégêne partie 2. Je pense que ça va être vachement bien le film. Oh ouais. Il en reste combien? 6! Numéro 6, c'est encore un film, j'ai rien à dire, c'est Twister. Ouais, un film sur des tornades avec pas de tornade. Voilà. Ce film, c'est 2 heures de blabla. Eh mais attends, en fait, comment on arrête les tornades? Non, parce que moi, avec la technologie, je vais tous nous sauver. On va envoyer des robots dans les tornades et les tornades vont s'arrêter. 2 heures d'explication. Ils te racontent exactement ce qu'ils vont faire dans la scène d'après. Après, ils se font poursuivre par une tornade. Eh, il y a une tornade! Ça dure 5 minutes à tout péter, après il y a une tornade de feu, après il y a une double tornade, boum, le film est déjà fini, t'es en mode quoi? Quoi, c'est tout? Mais j'ai payé pour voir des tornades moi en fait. C'est nul, c'est kitsch, ça joue horriblement mal, c'est mal écrit. En plus il y a une histoire d'amour toute pétée, toute pérave entre le gros Texan là qui est un espèce de gros cassos et la petite meuf de la ville qui en fait va découvrir à ses côtés que c'est quand même un homme bien et que il y a toujours pire que lui, voilà, oui, parce qu'il y a des agents immobiliers, des agences immobilières qui sont pro-tornade pour ensuite récolter de l'argent avec des assurances et tout. C'est nain, c'est trop nain, c'est vraiment nain, t'as l'impression d'être dans vraiment, c'est un plot de nanar, quoi. Vraiment le film de série B, quoi. Et en plus, l'histoire d'amour à la fin, il se court après dans l'aéroport, mais tu n'as même pas le bisou, et j'ai payé, moi je suis vraiment pas Guillaume, je suis pas Guillaume. Oh, je suis pas Guillaume, pas Guimauve, mais putain, faites-moi un bisou à la fin. Il y a un peu un truc, quoi. Le film n'a donné du rien. C'est le néant, comme une région déserte, détruite après le passage d'une tornade. Et on se dit, c'est ça qui était avec ces films-là, c'est que tu te dis quand même si le film est bête, je vais m'amuser en fait. Mais il se passe rien. Numéro 5, c'est Joker Folie à 2. Vache! Alors, moi j'avais adoré le premier Joker, je trouve que c'est un super film, très intéressant, très joliment fait, je trouve qu'il mérite toutes les récompenses qu'il a eu et tout ça. Vu le carton que ça a été, ils ont dit au réalisateur, pas de notre gueule, je vous fais une suite. Que quand tu vois le film, tu sens que le réalisateur il avait pas trop envie de faire une suite, quoi. Voilà, c'est un échec absolument catastrophique. C'est tellement pas bien que tu te demandes comment c'est la même personne qui a pu réaliser les 2 films en fait. Ça a été annoncé en grande pompe à un moment avant que le film sorte que le film allait être une comédie musicale. Et moi, je trouve que l'idée d'une comédie musicale est absolument géniale. L'idée de l'avoir annoncé, c'était vraiment une idée de merde parce que ce n'est pas une comédie musicale en fait. Il y a 2-3 passages
à moitié chanté, pas bien écrit, il n'y a aucune chanson mémorable en fait. Mais ils en ont vraiment fait une comédie musicale, mais je trouve ça absolument génial, notamment en plus avec Lady Gaga, où tu te dis c'est une super chanteuse, elle va pouvoir faire des moments chantés vraiment extraordinaires. On nous a montré dans le premier film que le Joker avait des problèmes de perception de la réalité, sur ce qui était vrai et ce qui était faux. Mais la comédie musicale, c'est l'élément parfait pour briser les barrières entre ce qui est fictif et justement ce qui est réel. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans sa tête, dans ce que tu es en train de voir? Justement, tu aurais pu faire un truc ultra coloré, ultra sombre, qui partait un petit peu dans toutes les directions, où tu as la folie de ces deux personnages qui se mélangent, avec des univers qui se mélangent, des chansons qui se mélangent, et la folie de l'un prend la part belle par rapport à la folie de l'autre, et en te questionnant toujours en tant que spectateur, mais qu'est-ce qui est réel dans ce que je vois, ou qu'est-ce qui est fantasmé et tout ça, ça aurait pu être génial! Ça aurait pu être génial, une comédie musicale Joker! C'est vraiment, je trouve que c'est une idée brillante. C'est éclaté au sol. C'est vraiment le Joker de la gueule de bois avec le maquillage complètement renversé. Ce que nous montre le film aurait dû être les 20 premières minutes du vrai film. C'est tout le procès du Joker. Mais oui, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a pas raison? Est-ce qu'il fait c'est bien? Est-ce qu'il fait pas bien? À la fin, il en a plein le cul le but. Voilà. Et vous savez quoi? Spoil! Ne regardez jamais ce film, vous allez vous suicider d'ennui. Ne le regardez pas et à la fin, le réalisateur il en a tellement marre, il le bute le Joker. Il le bute, il le filme, fait ciao. Il n'y aura pas de 3, écoutez-moi bien. Il y aura... c'est fini ces conneries, c'est fini, c'est ciao. Lady Gaga, elle est pas bonne dans le film, ça joue pas bien. Et je vous dis, c'est tellement inintéressant ce qui se raconte. C'est un simulateur d'asile de fous, parce que ça se passe vraiment dans un asile de fous, où tu tournes en rond pendant des heures, il ne se passe rien, et à la fin, t'as envie de te frapper la tête contre les murs, quoi. Folie à 8 millions, parce qu'on est 8 millions à se taper la tête dans le mur comme ça, ouais, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Ah, tu deviens fou. Mais c'est pas la folie fun que tu peux voir au cinéma, quoi. C'est la folie un peu tragique des hôpitaux psychiatriques. So long, Joaquin Phoenix, so long. Le Mangeur d'âme. Alors, Le Mangeur d'âme est un horrible thriller, mais je pense que les acteurs eux-mêmes en avaient conscience parce que personne n'essaye dans ce film. L'acteur qui joue le flic, mais vraiment c'est, je crois, dans tout mon flop de cette année, les pires jeux d'acteurs que j'ai vus cette année. Aucun effort n'est fait, tu sens que la première c'était la bonne. Vraiment, l'acteur joue très mal, mais l'actrice qui joue aussi la flic, elle a un personnage qui est un petit peu désabusé et froid, mais en fait tu vois juste que l'actrice elle s'en fout quoi. Il y a aucun effort. Elle est en mode mais filez-moi mon cachet, j'ai pas envie d'être là parce que c'est un film tout à fait lambda et bidon, avec un scénario nul sur les chambres rouges, les dark rooms, et c'est les enfants qui sont emmenés dans des réseaux pédophiles, on les torture. T'as vu ça 10 fois, mais c'est même pas glauque, c'est même pas triste. Et surtout, le film est si haut, parce qu'il utilise un procédé que je déteste. C'est-à-dire que dans ce film, il y a un personnage secondaire qui est incarné par un acteur très connu, comme par hasard, Sandrine Bonner, une très grande actrice française, Sandrine Bonner qui a fait des films assez exceptionnels et qui dans le film a 2 scènes, voilà. Sauf que toi, en tant que spectateur éclairé, dans un film à suspense où on ne sait pas qui tire les ficelles, quand on te dit tiens regarde un acteur connu a un petit rôle, tu te dis pas oh bah ils sont bien sympas d'avoir donné un second rôle à Sandrine Bonner parce que sa carrière c'est quand même plus que c'était avant. Non, tu es un spectateur éclairé avec un semblant de début d'once d'intelligence et tu te dis quoi spectateur éclairé? Dites-moi ce qui vous passe par la tête là au hasard. Je vous laisse 2 secondes. Vous allez pas me croire, mais à la fin le méchant c'est Sandrine Bonner! Mais non, putain, je l'aurais jamais vu venir. Au moment où elle est apparue à l'écran, j'ai dit, mais c'est bon, c'est foutu. Même si le film est à chier dans les thrillers, ce qui me tient, c'est de moins avoir une petite révélation à la fin. Et là, juste, ça a été un calvaire de me dire, mais quand est-ce qu'ils vont révéler que c'est putain de Sandrine Bonner la méchante à la fin? C'est bon, j'ai capté, quoi. Il y a tellement de films qui font ça. Mais c'est incompréhensible, il faudrait que je fasse une liste de films qui font ça. Je sais pas si vous vous rappelez, dans Ange des démons, la suite de Da Vinci Code, il y a un petit prêtre, un petit cardinal à un endroit, c'est Ewan McGregor. Voilà. Et là, le gars il a 2 scènes, oui, je suis un personnage secondaire, faites pas attention à moi. Non mais c'est sérieux. On vous voit les scénaristes, c'est pas bien de faire ça. Donc déjà que le film était mauvais, mais tout mon plaisir a été gâché et honteusement gâché par ce plot twist misérable dans un film dans lequel personne n'essaye. Et ce film n'est quand même pas assez mauvais. Et putain, j'en ai décrit les films mauvais pour l'instant, mais pas assez mauvais pour monter sur le podium, messieurs dames. Le podium de la nuitée de cette année 2024 où vraiment j'ai vu des dingueries. Et nous commençons au pied du podium par l'adaptation
par Netflix de Loup-Garou, le Loup-Garou de tierce lieu, le jeu de société extrêmement connu. Alors on a parlé des pires adaptations de jeux vidéo, je pense qu'il faut qu'on ouvre une nouvelle catégorie pour les pires adaptations de jeux de société, parce que je sens que ça va se répandre comme une traînée de poudre cette connerie. Et vraiment vous, en tant que joueur qui avez tous joué un jour à Loup-Garou dans votre vie, vous imaginez un film Loup-Garou, vous imaginez un film avec du suspense, avec des rôles secrets, des retournements de situation, des grandes révélations, et à la fin, dans un dernier rebondissement, les loups-garous qui triomphent et qui retournent le jeu, et en fait c'est les méchants qui ont gagné, ça laisse entrevoir éventuellement une suite pour Loup-Garou 2, je ne sais pas, je dis de la merde. Voilà, vous avez une vision un petit peu évidente de ce que devrait être un film Loup-Garou. Un film à secret, un film de suspense, et pas un putain de film sur la famille, les rapports familiaux. Est-ce que le grand-père il est plus boomer que le père? Ou est-ce que la petite fille elle est vraiment trop obsédée par les écrans? Ou est-ce que vraiment tout ce beau monde va détruire sa famille? Ou ils vont créer des liens forts face à l'adversité? Parce que dans un village, il y a des loups-garous qui croquent les gens la nuit. Comme ça. Ils se réveillent, ils croquent les gens. Il faut trouver qui est le loup-garou. Mais quelle indignité! Nous sommes sur service public. Ah la vache! Ah la violence du film. Écoutez-moi bien, le film, je l'ai regardé, j'ai triché, hein, sur Netflix, en x1.5, voire x2 à certains moments. Et c'était quand même trop long. Et c'était absolument imbuvable. Tous ces personnages clichés, con, avec des rôles bidons, qui n'ont rien compris au jeu. À la fin, la mère dit moi j'ai pas de rôle. Et en fait, d'un coup elle se met à voler. Et genre, elle a commencé à avoir des super pouvoirs. Elle balance des boules de feu partout dans la pièce. Et en fait, c'est parce que c'est la sorcière. Mais c'est pas ça la sorcière dans le jeu. C'est pas littéralement une sorcière. Elle a pas genre un nez crochu. D'un coup, elle a des pouvoirs surnaturels. Elle a fait des trucs de dingue. C'est pas ça en fait. Vous avez lu la jaquette au dos? Est-ce que juste au moment où vous avez fait ce putain de film, vous êtes mis autour d'une table et vous êtes dit tiens, si on adaptait ce que les gens aiment dans ce jeu de société en fait, ce qui fait que c'est intéressant? Non, on va en faire un film sur une famille dysfonctionnelle. C'est un film familial qui permettra à toutes les générations de se retrouver et de passer un agréable moment télévisuel. Voilà ce qu'ils disent ces gens-là. Quand je vois le budget qui a été mis dedans, mais filez-moi cette thune putain que je vous fasse un film loup-garou digne de ce nom. Un film loup-garou qui vraiment vaut le détour quoi. Avec cette esthétique léchée dégueulasse là, dégueulasse. C'est objectivement, je pense, qu'il ne sera pas battu avant hyper longtemps comme une adaptation de jeu de société la pire qui existe en fait. Ça n'a aucun sens, les pouvoirs et tout. Et un personnage il est invisible, pourquoi il est invisible? La petite fille elle est pas invisible, faites pas chier, c'est pas ça le principe de la petite fille. Évidemment, parce que quand il y a un personnage gay, c'est un cliché de genre ultra efféminé, ultra bête et con et... Ah mais tout est méprisable dans ce film. Comment j'ai pu arriver jusqu'au bout, je ne sais pas. Les loups-garous sont horribles, voilà si vous voulez. Le délit petit coup de marteau, pop, qui vous achève à la fin. Ils sont trop moches. C'était absolument effroyable, c'était Loup-Garou. Adapté des loups-garous de tierce lieu. Avec vachement moins de budget, Canal+, ils ont fait une série avec plein de gens qui est vachement cool, vachement mieux foutue et qui est tout à fait intéressante. Je vous invite à regarder ça si vous aimez beaucoup Loup-Garou. Elle est très marrante parce qu'il y a Mr V qui arrête pas de troller, qui commente et qui en fait qui fait que de troller la série. Du coup c'est très drôle. Vous pensez qu'il ne peut pas y avoir pire que Loup-Garou de Netflix? Et si, messieurs dames, parce que j'ai vécu une expérience assez édifiante et à la fois traumatisante devant un film que tout le monde m'a conseillé. Il m'a dit c'est un grand film de l'année, c'est un grand film fantastique, un film d'épouvante. When Evil Lurks. Mais qu'est-ce que j'ai regardé? Vraiment, j'ai passé tout le film comme ça. Tu sais quand tu fais cette tête là? Sur quoi j'ai posé les yeux? À quel moment vous êtes dit que ce film-là était un grand film fantastique? C'est nimp, sur nimp, sur nimp, c'est des histoires de possession. Une suite de scènes complètement over the top et débile, à la limite du ridicule, où vraiment c'est kitsch, ça n'a aucun sens. Il y a une seule scène qui est bien, écoutez-moi bien. Une seule scène qui est bien. On pense que dans un troupeau de chèvres, il y a une chèvre qui est possédée par le démon. Du coup, le fermier tire avec son fusil. Toutes les chèvres s'enfuient et tu comprends qu'il n'y a qu'une seule chèvre qui reste et qui continue de le regarder. Là je me suis dit ah ouais, pas mal la scène. Et le fermier va la battre parce que sa femme lui fout un coup de hache dans la tête et après elle-même se fout un coup de hache dans la gueule. Enfin en fait c'est kitsch, mais ce n'est que le début du kitsch. C'est tellement nimble ce film, ça part mais à volo dans toutes les directions.
dans tous les sens. Ils montent tellement les potards dans le nimp, le nul. La scène du chien qui croque la gamine là, mais oh là là. Et à la fin dans l'école, mais tu te dis avec les enfants, mais qu'est-ce que je regardais, c'est un vrai nana. Le film est moche, c'est pas bien filmé, c'est kitsch. Les histoires de possession déjà de base, je trouve ça mais tellement bête et con. Et là, c'est vraiment des histoires de possession les plus débiles que j'ai vues de ma vie, quoi. Tous les personnages sont cons et bêtes, ils font des trucs cons et bêtes. Et je vous dis, la fin, c'est vraiment, il faut le voir pour le croire. Quand ils partent dans l'école avec la vieille sorcière là qui leur dit oui, il faut tuer le démon. Comment je peux tenir jusqu'au bout de ce film qui pour moi est un naufrage? Écoutez-moi bien, j'espère que When Evil Lurks, l'une d'entre vous l'a mis dans son top pour que je puisse me prendre la tête avec cette personne dans les commentaires et qu'on en parle de manière véhémente, à coup d'insultes et à coup de temps perdu, parce que vraiment c'était absolument atroce. C'est dans mes top 3 des pires expériences de cinéma que j'ai vécues cette année. C'est pour vous dire à quel point, du début à la fin, je me suis dit, c'est nappe, c'est pas bien, qu'est-ce que je regarde? Je crois que le film a gagné des prix et tout dans des festivals, mais what the... Oh, mais messieurs dames, rien cette année n'y pouvait détrôner cette masterclass, une fois de plus, proposée par Netflix. Sous la Seine, un film de requin dans la Seine. Il faut le voir pour le croire. Cet objet est un ovni absolument stratosphérique, absolument légendaire, de par sa nullité, sa mocheté. Tout est raté, tout est atroce, tout est con et nanardesque. C'est un de nos meilleurs nanars français. Je pense vraiment qu'il faut le regarder avec l'œil d'un parent qui est prêt à abandonner son enfant tellement il est vilain, quoi. Le film est vilain, moche, laid, poids, et con, et bête, mais je savais même pas par où commencer. Moi j'habite à Paris, et ça m'est arrivé un jour de me promener sur les quais de Seine quand j'avais vu le tournage avec des bateaux, oui, mais des nageurs et tout. J'étais en mode, waouh, c'est quoi un film de requin dans la Seine? J'apprends ça, je me dis, mais attends, mais c'est génial. Le timing avec les JO est absolument exceptionnel. Enfin, niveau marketing, c'est trop cool, quoi. Puis on commençait à parler de, il va falloir se baigner dans la Seine, il va falloir rendre l'eau de la Seine potable. Enfin, potable. Des formations parisiennes propres à la nage. Et donc je me suis dit, mais c'est génial, on va avoir un film un petit peu kitsch, mais qui peut être un peu sympa, quoi. Voilà, puis kitsch, quoi. Jaws, c'est génial, Jaws. Pourquoi on n'aurait fait pas un bon film, bordel? Ça joue tellement mal, c'est tellement bête et con. Alors déjà, ça entretient tous les clichés que vous pouvez imaginer sur les écolos, qui sont les militants écolos, qui sont des lesbiennes aux cheveux bleus, qui n'entendent rien à rien, qui sont bêtes comme des pieds. C'est insultant, quoi. C'est vraiment une caricature insultante. La seule caricature qui est over the top et complètement dingote, c'est la mère de Paris, qui est une espèce de parodie de Valérie Pécresse et d'Anne Hidalgo. Mais c'est tout ce que vous pouvez imaginer de pire dans les films. On dit, madame, il y a eu 4 morts dans la scène, l'histoire de requin, faudrait peut-être pas ouvrir la baignade là qu'on a prévu. Non, il y a des millions qui ont été engagés, on va l'ouvrir la baignade. D'accord, madame. Madame, il y a eu 12 morts là dans la scène, faudrait quand même peut-être pas qu'on ouvre cette histoire de baignade et de grand opening de... Waouh, il y a des millions, je vous dis. On ouvre coûte que coûte. Et après, je sais pas, il y a... Non mais allons-y, il y a 100 000 morts, quoi, c'est ni de ça. Non mais... vous rigolez. Il n'y a pas 100 000 morts, mais à la fin, pour montrer à quel point ce film est débile et fou, c'est que il y a plein de requins en fait dans la scène, et les militaires sont là avec leurs grosses mitrailleuses, ils sont en train de mitrailler partout, et il y a des militaires, ça me fait rire juste de le dire, qui tirent dans les obus qui ont stagné dans la Seine, les vieux obus, ça fait exploser des ponts de Paris et ça déclenche un tsunami, messieurs dames. Un tsunami qui recouvre tout Paris et le film se termine avec Paris qui est sous l'eau. Il vient d'où le tsunami? Il vient d'où l'eau? Ça vient d'où toute la flotte là? Ça débarque d'où ce truc? Oui, c'est un tsunami, voilà. Et le Paris est recouvert d'eau et il y a des requins qui se baladent dans tout Paris, ce qui prévoit un sous la Seine, littéralement sous l'eau. C'est devenu un océan le truc. Un sous la Seine 2, alors sous la Seine 2, oh là là. À la fin, je hurlais de rire tellement c'était aberrant. En fait, t'es atterré, tu ne peux que rire devant ça. Parce que, tu sais, c'est le rire nerveux de si tu ne ris pas, en fait, tu te sens que tu vis un truc un petit peu au-delà du réel, quoi. T'es en projection astrale devant Sous la Seine. T'as l'impression que le film, ils l'ont pas monté. Il y a un moment dans le film où t'as un personnage qui est avec un hors-bord, enfin un gros bateau à moteur devant une grille. Il entend une explosion
Elle allume le truc, elle fait elle fait un tour avec son hors-bord, elle revient, vraiment c'est un tour, hein, de 5 mètres sur 5, elle revient au même endroit, le plan se coupe, et tu te dis, mais ça a servi à quoi de mettre ça, vraiment, il y a des trucs dans les films, t'as l'impression que c'est des erreurs ça a bug, le film il a bugué, voilà. Juste la fille, elle fait un tour en bateau, elle revient au même endroit, et t'es en mode, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Tout est lunaire. Ce film est lunaire. Mais bien assez mauvais pour ne pas être savoureux. Voilà, c'est une honte ce film. Qu'est-ce que ça joue mal, l'acteur de Farang là, mais qu'est-ce qu'il joue mal. Personne ne fait d'effort. Le montage, la réal, le scénario, tout est lunaire, complètement taré, complètement zinzin. C'est pourquoi il se retrouve numéro 1 de mon flop film de cette année. Écoutez-moi, messieurs, dames, c'est un des plus gros cartons de Netflix sous la scène. C'est le rayonnement français à l'international. Voilà les amis, j'espère que ce petit flop vous a plu, que vous avez appris des choses. J'espère que Sous la scène n'est pas votre film préféré de l'année. Auquel cas, je suis navré d'avoir tapé ce chef-d'œuvre. Évidemment, on se retrouve très vite pour un top et un flop de l'année 2025. Enfin, très vite, dans un an. Mais on se retrouve très vite pour la sortie de notre jeu de rôle, Le Seigneur des Anneaux, messieurs dames, qui va être un absolute banger, qui va sortir fin janvier. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte de vous montrer ça. So long la team. Ciao, ciao.